Elle est surnommée la cité aux 2000 temples. Au centre de la Birmanie, Bagan est l'ancienne capitale royale du pays, le plus grand site archéologique bouddhique d'Asie. Dédié au culte du Bouddha, plus de 2200 pagodes et stupas ont été bâtis depuis près de 1000 ans. Avec la fin de la dictature militaire il y a 4 ans, le pays ouvre grand ses portes aux touristes. Bagan est un passage incontournable pour les étrangers de plus en plus nombreux qui découvrent la Birmanie. En ce mois de janvier, au cœur de la saison touristique, ce groupe de Français et de Suisses entame la visite du site en prenant un peu de hauteur. Ils profitent d'une vue imprenable sur le royaume de Bouddha. Oh, c'est trop beau! Il manque juste le soleil. Oui, mais c'est pas grave, c'est joli aussi comme ça, avec un peu de brouillard, tu sais, en dessous. C'est magnifique. Ah, t'as bien fait de nous emmener ici, Pipi. Oui. La plupart des touristes viennent ici en voyage organisé. La pluie. Les parfaits touristes. Ce couple de Français s'est offert un séjour de 2 semaines avec 7 autres participants. Piu Piu, leur guide local, assiste Robert, l'agent de voyage qui accompagne des touristes en Birmanie depuis 12 ans déjà. La Birmanie n'est pas encore connue comme une destination comme la Thaïlande ou comme le Cambodge. C'est encore tout au début. Le tourisme en Birmanie, c'est comme le bourgeon de lotus qui commence à s'ouvrir. C'est encore le début. Au moment de quitter ce temple, des lycéens et des lycéennes aux joues couvertes de Tanaka investissent la terrasse. Maquillées de cette pâte végétale qui protège du soleil, elles se mêlent joyeusement aux touristes. Oh, parfait. Ah, ça fait du bien d'être aimé. Ah, j'adore Elle a prendre un des petit photos. côté japonais, là, Oui, elle mais mitraille. j'adore, parce que c'est unique, ces photos-là. Bisous, bé. Un voyage authentique, c'est exactement ce que ces Français espéraient trouver en Birmanie. C'est pour ça que j'ai pris un petit groupe pour pouvoir être au cœur de la population, avec les enfants, avec les jeunes. Il y a un échange, ils nous prennent en photo, on les prend en photo. Il y a une spontanéité là qui est extraordinaire, vraiment, c'est ce que j'aime. Au pays des pagodes, 90% de la population est bouddhiste. La ferveur religieuse prend forme dans ces monumentaux stupas entièrement recouverts de feuilles d'or. Ils renferment des reliques sacrées et des pierres précieuses. Dans cet autre temple, on vient admirer ces bouddhas de 10 mètres de haut qui datent du XIe siècle. Encore une petite photo, hein. C'est trop beau. D'autres statues, plus profanes, assurent prospérité et même le nirvana, à condition de se montrer généreux. Les plus fervents donnent jusqu'à 10% de leur salaire. Alors, le fait de donner de l'argent, c'est pour acquérir des mérites et puis aussi pour avoir la bonne réincarnation pour la prochaine vie. Ce patrimoine exceptionnel attire de plus en plus de touristes. Depuis 4 ans, leur nombre a été multiplié par 10. Car le pays a besoin de faire entrer des dollars. Officiellement, la Birmanie n'est plus infréquentable, même si beaucoup de régions restent encore interdites aux voyageurs étrangers. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, entre la Chine au nord et la Thaïlande au sud, la Birmanie est restée pendant 50 ans l'une des dictatures les plus fermées au monde. En 2011, la junte militaire au pouvoir a fini par céder. Quelques mois plus tôt, Aung San Suu Kyi, la principale opposante, prix Nobel de la paix, a enfin été libérée. Depuis, tout un peuple rêve de liberté. Mais sous le vernis d'une démocratie balbutiante, les militaires restent aux affaires. Avec les seigneurs du rubis, ils partagent les profits des plus beaux gisements de pierres rouges de la planète. Oui, je suis déjà très riche, mais j'essaie d'être encore plus riche. Dans la jungle du Triangle d'Or, un mouvement de rebelles armés tente seul d'éradiquer la culture du pavot de la seconde zone de production d'opium au monde. Coupez toutes les plantes.
Ces combattants rebelles se battent contre les autorités birmanes qui laissent prospérer les trafiquants qui inondent la planète d'héroïne. Sors l'opium. Allez, ouvre le sac. La Birmanie n'est toujours pas un état de droit. Dans les villes, un moine bouddhiste extrémiste propage sa haine contre les musulmans, massacrés en toute impunité. Les musulmans sont pires que des chiens. Je te le dis. Au lieu de te marier avec un musulman, marie-toi avec un chien. Alors que la Birmanie n'est plus bannie de la communauté internationale, ce reportage clandestin révèle la face cachée du pays aux 1000 pagodes. Perché à 900 mètres d'altitude, voici le joyau de la Birmanie. Sur les eaux peu profondes du lac Inle, les Birmans cultivent les légumes sur des jardins flottants, uniques au monde. Ils vivent dans des villages lacustres et se déplacent sur des barques traditionnelles à fond plat. Ce décor exotique est la nouvelle étape du voyage organisé par Robert pour ses clients. Ah là, il y en a de partout, hein. Il y a le paysage, il y a les personnes. Ils vivent vraiment naturellement, ils font leur lessive. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. La rencontre avec les pêcheurs de l'ethnie Inta est l'une des découvertes les plus prisées des touristes. Leur technique de pêche acrobatique est sans pareil. On voit comment ils rament avec la jambe. Et puis ça sont des grands filets qu'ils utilisent pour la pêche parce que le lac n'est pas très profond en réalité. Et alors évidemment, c'est quand même tout un art que d'arriver à pêcher tout en ramant avec la jambe et en restant en équilibre avec l'autre jambe. Après, il plonge son... Voilà, vous voyez comment il fait? Et le poisson va se trouver pris, voilà, dans la nasse. Voilà, vous voyez? C'est magnifique, c'est magnifique. Une méthode ancestrale que certains pêcheurs ont transformée en attraction. Alors là, c'est carrément le grand écart, là on est au cirque, là on n'est plus vraiment dans la tradition des pêcheurs Inta. Mais bon, telle est l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Vous me donnez de l'argent? Pour ces pêcheurs traditionnels, le folklore est plus rentable que la vente du poisson. Il mérite son pourboire, ça c'est clair. Le lac Inle est devenu le site le plus fréquenté du pays. Mais Robert connaît quelques recoins encore préservés du tourisme. Il emmène son groupe hors des sentiers battus. L'expédition se poursuit par la traversée d'un village lacustre, avant de pénétrer dans d'étroits canaux au milieu de jardins flottants. Les villageois ont créé ces potagers artificiels pour cultiver leurs fruits et légumes sur des eaux particulièrement fertiles. C'est intéressant comme technique. Les jardins sont vraiment posés sur l'eau, hein. Et alors pour pas que les jardins partent au milieu de la nuit, au milieu du lac, on va les amarrer avec ces grands pieux de bambou qu'on voit. Donc les pieux de bambou sont amarrés au milieu du lac. Et vous voyez, on voit bien, quand notre batelier marche sur le jardin, on voit qu'on est vraiment posé sur l'eau. Les vacanciers ne retrouveront pas la terre ferme ce soir. Leur hôtel est lui aussi posé sur le lac. L'accueil est quelque peu folklorique, mais le dépaysement est total. Au bout du village. C'est trop bien là. Au bout de cette passerelle, le couple de vacanciers va prendre possession de sa chambre. Attention. Ouh là là. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là, voix petit nid d'amour, hein. La Birmanie est une destination coûteuse. C'est parfait. Pour leur voyage organisé de 15 jours, ils ont déboursé 8 400 €. Superbe. Oh, regarde-moi la vue. Oh, L'explosion du tourisme
a fait flamber les prix des chambres d'hôtel, trop peu nombreuses. Leurs tarifs ont été multipliés par 3. Magnifique. Regarde ça. Le paradis, hein. Une nuit dans ce bungalow coûte 165 €. Oh, voilà. Des rêves en couleur, plein la tête avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu, ça. Que du bonheur, hein. Un bonheur qui fait les affaires des Birmans, les seuls autorisés à posséder des hôtels. Pour satisfaire la demande, ils investissent massivement dans ce secteur. En quelques années, une vingtaine d'établissements ont été construits autour du lac. Un énorme complexe est même en chantier. Sa première résidence vient de sortir de terre. Un peu plus loin, sur les hauteurs du lac, des hectares de vignes prennent le soleil. Une vision surréaliste dans ce pays tropical qui alterne saison sèche et forte mousson. C'est pourtant le pari fou relevé par un vigneron, un Gaulois débarqué en Birmanie il y a 12 ans. Et ça, c'est du Sauvignon blanc ici. Et donc, voilà, ça, vous pouvez même goûter, hein, ça commence à être sucré. Ce jour-là, François Reynal fait visiter son vignoble à des touristes français. Donc là, ça commence à être bien sucré, là. Intrigués de découvrir du vin sous ces latitudes. Donc ici, en fait, on a, autour de la cave, ici, on a 20 hectares de vignes. Ouais. Et puis, à 10 km au nord d'ici, on a 55 hectares. Ah oui. Donc au total, 75. C'est énorme. Le vigneron a dû sélectionner les cépages les plus résistants. Il lui a fallu 8 ans avant de produire sa première bouteille. Un peu plus loin, ces paysans qui n'avaient jamais vu pousser un pied de vigne ont été formés par François. À l'approche des vendanges, ces femmes de l'ethnie locale Pao travaillent à la journée pour 2,20 €, le salaire moyen en Birmanie. Une aubaine pour ces modestes paysannes. On cultive toutes sortes de légumes et de l'ail, mais parfois le mauvais temps nous gâche la récolte. Je viens travailler ici pas seulement pour l'argent. Je veux apprendre la culture de la vigne pour pouvoir être embauchée un jour comme ouvrière permanente. Pour les deux jeunes couples français, la visite du vignoble s'achève derrière cette porte. Dans cette cave, des tonneaux de blanc et de rouge au nom familier qui fleurent bon la France. Ici, on a un lot de Syrah. Ici, on a un lot de Cabernet Sauvignon. Ici, on a un petit peu de Pinot Noir aussi. Mais avec le Chardonnay, on a gagné une compétition en France qui est la compétition Chardonnay du monde. La plupart de ces vins sont vendus aux touristes dans les hôtels et les restaurants du pays. Pour ses clients birmans, il a une cuvée spéciale. Après aussi, on fait des vins de type Porto. Plutôt là pour les Birmans. Parce que les Birmans aiment beaucoup ça, parce que c'est sucré. Et puis c'est fort en alcool. Donc les Birmans aiment beaucoup ça parce qu'ils aiment bien quand c'est fort. Désormais, les touristes du monde entier viennent déguster le vin birman de François. Ils s'attendent souvent à boire une piquette, mais découvrent un vin de qualité, produit au fin fond de la Birmanie. La couleur, c'est vachement plus clair, mais au goût, ouais, on s'y retrouve. Ouais, c'est l'impression de goûter ce qu'on a déjà goûté en France. Ouais. Ouais. On est revenu en France pour 5 minutes et ça fait du bien. Comme tous les Français qui travaillent en Birmanie, François est salarié d'un riche birman. Quand il s'est lancé dans ce pari, la junte militaire régnait encore sur le pays. Pour que les vignes sortent de terre, le propriétaire a dû corrompre des dignitaires. Les ministres en général qui sont concernés par notre vignoble, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Tourisme, etc., on leur a donné beaucoup de vin, surtout au départ. Mais maintenant, je pense que les choses sont en train de changer. Vous leur avez donné que du vin ? Du vin, des pots de vin aussi. Et aujourd'hui, vous ne chargez plus les voitures des ministres avec du vin, vous leur donnez plus d'argent non plus ? Alors, beaucoup moins.
Beaucoup moins. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Alors qu'avant, on voyait quand même assez régulièrement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pour s'offrir ce domaine, le patron de François a investi plus de 7 millions d'euros. Une fortune que l'homme d'affaires a acquise grâce aux mines de rubis, qui abondent 500 km plus au nord, dans une région où les touristes sont cette fois-ci sous contrôle. Notre voyage dans la Birmanie interdite commence dans le nord du pays, à Mogok. C'est dans cette ville perchée à 1000 mètres d'altitude que se trouvent les plus gros gisements de rubis de la planète. Il y a 2 ans à peine, il était encore impossible aux touristes d'y pénétrer. À l'entrée de cet Eldorado, il faut franchir un checkpoint, muni d'une autorisation spéciale des autorités. Les journalistes occidentaux sont interdits d'accès. Nous entrons officiellement comme touristes français. Mogok, la ville surnommée la vallée du rubis. Un miracle géologique long de 40 millions d'années s'est produit dans les entrailles des montagnes, transformant le sous-sol en coffre-fort. Depuis des siècles, l'homme extrait la pierre précieuse sans relâche. Dans ce Far West, même les enfants tamisent les torrents de boue pour faire vivre leur famille. Dans les mines à ciel ouvert, on creuse des trous à coups de dynamite. Attention, ça va sauter! D'autres se font mineurs pour le compte de riches hommes d'affaires. Jusqu'en 1992, la junte militaire au pouvoir avait la mainmise sur l'exploitation des rubis. Depuis, les mines ont été cédées à quelques privilégiés qui partagent toujours leurs bénéfices avec l'armée. Pour la première fois, l'un de ces seigneurs du rubis a accepté d'être filmé par une caméra étrangère. À 39 ans, Soho est déjà multimillionnaire. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Soho. À Mogok, les magnats du rubis sont très respectés. Vous êtes célèbre ici? Oui. Tout le monde vous connaît? Oui, oui. Les journées de Soho commencent dans son discret bureau du centre-ville, où les petits revendeurs font la queue pour lui vendre leurs plus belles pierres. Ce client espère l'éblouir avec un gros caillou déjà taillé. Le roi du rubis est l'un des rares Birmans capables de le revendre à l'étranger. Est-ce que cette pierre vous intéresse? Oui. Je lui en propose 18 000 euros. Mais pour le moment, lui en veut 22 000. À ce tarif-là, le rubis doit être parfait. Vous voyez les bulles à l'intérieur, il y en a plein. C'est pour ça que je trouve que le prix demandé n'est pas très raisonnable. Aujourd'hui, ce client de Soho va repartir bredouille, comme tous les autres revendeurs. Vous n'avez rien vendu? Non, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui lui plaît. Les rubis, c'est comme les femmes, c'est exactement la même chose. C'est une question de feeling. Si tu n'es pas attiré par elle, tu ne sors pas avec elle. Soho est exigeant car il récolte chaque jour de nombreuses pierres. Le riche homme d'affaires possède 2 mines à l'extérieur de la ville. Depuis sa jeunesse, il explore les sous-sols de Mogok, car ses parents possédaient une petite mine dans la région. En 1988, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler dans la mine de mes parents. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Je descendais au fond des mines avec mon père et j'aimais ça. J'assistais même mes parents quand ils vendaient des pierres. Vous passez tous les jours dans votre mine? Ouais, tous les jours. Je viens faire un tour tous les jours dans ma mine. L'étape qui intéresse surtout ce seigneur local, c'est celle du triage.
Concentrés, une dizaine d'ouvriers recherchent parmi des gravillons les pierres précieuses. Dans cette coupelle, la récolte du jour. Des rubis rouges et quelques saphirs de couleur bleue. Pas de quoi éblouir Soho. La qualité n'est pas là, c'est pas bon. Que des rubis grossiers. Pourquoi? Les bons rubis se font rares? Non, c'est pas ça. Nous n'avons pas encore creusé assez profond pour trouver les bonnes pierres. Mais quelle quantité de terre faut-il pour obtenir toutes ces pierres? On doit traiter environ 50 tonnes de terre chaque matin pour obtenir ça. Certains jours, je trouve de meilleurs rubis. Je crois en la chance. Mais vous êtes déjà chanceux, vous êtes déjà très riche. Oui, je suis déjà riche, mais j'essaye d'être encore plus riche. En Birmanie, pour exploiter le rubis, il faut partager avec les généraux qui tiennent toujours le pays. Soho a acheté cette mine en s'associant à un conglomérat militaire appelé Upai. Une compagnie qui permet aux apparatchiks de l'armée de profiter encore des richesses du sous-sol birman. J'ai acheté tous les terrains avec mon propre argent et après je me suis associé avec Upai. Je touche 3/4 du prix sur les ventes et la compagnie prend 1/4. Cette taxe n'empêche pas Soho de faire fortune. Dans sa belle maison du centre-ville, nous retrouvons le roi du rubis au milieu de son salon. Une pièce recouverte de bois de teck, un signe intérieur de richesse. Au mur, le must de l'artisanat local, des animaux de la jungle rhabillés d'innombrables éclats de pierre semi-précieuses. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est une maison neuve? Oui, c'est une nouvelle maison, mais j'en ai d'autres un peu plus loin dans la ville. Et vous en avez beaucoup des maisons? Oui. J'en ai... alors... 1, 2, 3, 4, 5... 6, pardon. J'ai 6 maisons à Mogok. Et à Mandalay? Dans la ville de Mandalay, je loge mes parents, j'en ai 2, 3. 3 maisons à Mandalay? Ouais. Et à Rangoon? À Rangoon, j'en ai... Alors... J'en ai 5 dans la même rue. Oui, 5, elles sont côte à côte. À Mogok, on ne dépose pas ses rubis à la banque. Soho cache son butin à l'étage. 2 plateaux remplis de rubis, la production de la semaine. Pour mieux les protéger, les plus belles pierres baignent dans l'huile. Combien vaut le plateau entier? Le plateau entier, là, c'est 75 000 €. 75 000 €. Et vous savez combien ce serait revendu à Paris? Non, je ne connais pas le marché européen. Une fois taillées et polies, ces pierres seront revendues 20 à 30 fois plus cher en Europe. Ce petit plateau à Paris vaut environ 2 millions d'euros. Quand sa pureté est exceptionnelle, le prix d'un seul rubis peut atteindre des sommets, comme ce joyau qu'il a vendu une petite fortune. Je l'ai vendu 4 ou 5 millions de dollars. Presque 5 millions, je crois. Les plus beaux rubis de Soho proviennent aujourd'hui d'une nouvelle mine. Il y a 2 ans, il a déniché un gisement très prometteur, dont il est l'unique propriétaire. Ça, c'est un rubis. Ici, il n'y a que des rubis. Les rubis sont incrustés dans du marbre qu'il faut aller chercher dans les entrailles de la terre. L'entrée de la mine se trouve en contrebas, sous cette tôle ondulée. Vous avez fait péter la dynamite dans le premier tunnel? Non. Pas encore? Non, non. L'entrée se trouve à 40 mètres au fond de cette galerie.
Et après, il y a un autre tunnel qui descend 45 mètres plus bas. C'est de la dynamite? Oui, on fait un trou à la perceuse dans la roche et on place un bâton de dynamite à l'intérieur. Voilà. Avec une perceuse, on l'enfonce à 70 cm et on en met un petit peu partout au fond du trou. On les relie ensemble et une fois que c'est prêt, on explose. Un ouvrier a accepté de s'équiper d'une caméra légère pour nous montrer les conditions de travail. Il entame sa descente, quasiment à la verticale, en s'agrippant à une simple corde. En guise d'échelle, quelques rondins glissants. Mais à mi-parcours, la corde est trop courte. C'est en s'accrochant à un tuyau d'eau qu'il parvient à un premier palier. Une seconde galerie permet d'accéder au fond de cette veine, creusée en 4 mois à peine. Aucun étai n'a été installé pour soutenir les parois et prévenir les risques d'effondrement. Des monte-charges surplombent un trou à pic. À 100 mètres sous terre, voici enfin le fond de la mine. Allumez la pompe à eau! Allumez les 2 pompes à eau, ok? Ok, on allume les 2. L'eau, le principal danger de cet édifice. En s'infiltrant, elle fragilise la mine, qui risque de s'écrouler sur les ouvriers. Elle est pompée en permanence, mais au plus fort de la mousson, le travail doit s'arrêter pendant plusieurs mois. Dans le bruit assourdissant des marteaux-piqueurs, les ouvriers font des trous dans le marbre. Pour éviter que la mèche ne dérape, on la guide à la main ou avec la semelle de ses tongs. Un autre enfonce la dynamite pour la prochaine explosion. Sans aucune protection, ces mineurs défoncent de la pierre 12 heures par jour en s'encrassant les poumons de poussière de marbre. Les pierres sont chargées à la main avant d'être remontées à la surface avec cette tyrolienne. Attention, vous avez mal accroché les seaux. Comme dans toutes les mines, les ouvriers se relaient nuit et jour et vivent sur place dans ce hangar en tôle. Les gens font la sieste. Ils ont déjà travaillé ce matin et ils reprendront vers 18 h. Ils vont travailler jusqu'à demain matin 6 h. Pendant qu'ils travaillent la nuit, on leur descend des repas et à 6 h, ils remontent. Un travail de forçat compensé par de bonnes payes. Les 150 ouvriers de la mine gagnent environ 3 fois plus que le salaire moyen en Birmanie. Je suis payé au minimum 180 € par mois. Et pour les nouveaux, c'est 150 €. En cas de problème de santé, on est soigné gratuitement et nos jours d'absence nous sont payés. Les mineurs touchent aussi des primes de rendement. Depuis 2 ans, plusieurs ouvriers se sont blessés, mais aucun d'entre eux ne serait mort dans ce nouveau gisement. Les rois du rubis ne laissent que quelques miettes à la population. Les habitants doivent se contenter des rebuts laissés par les exploitants les plus généreux. À la sortie de cette mine, des villageois chargent des cailloux, acheminés un peu plus loin, au cœur d'un faubourg pauvre de la ville. Cet immense champ de cailloux envahit leur quartier de jour en jour.
Des centaines de familles brisent les gravats un à un pour y dénicher des petits rubis passés entre les mailles du filet. Là, ici, c'est un rubis. Une pierre minuscule et sans grande valeur. Combien vous gagnez par jour? Parfois, je gagne 1 ou 2 euros. Ça varie tous les jours alors? Oui, ce n'est pas régulier. Ici, on est pauvre depuis la naissance et on reste pauvre toute sa vie. Il y a un adage qui dit « Si tu nais un Mogok, tu auras un bon destin ». Et il est où le bon destin? Regarde ce que j'ai trouvé depuis ce matin. Ce sont des rubis? Oui, mais ils ne sont pas de bonne qualité. Je n'arrive pas à les vendre. Une fois, j'en ai trouvé un bien plus beau que ça. J'ai réussi à le vendre 15 euros. Dans cette décharge de marbre, on travaille par groupe. À chaque camion son équipe, et pour chaque rubis, on partage les gains. Mais à qui vous les vendez? Il y a des acheteurs qui viennent ici. Les acheteurs ne sont jamais très loin. Ce sont ces femmes bien apprêtées. Elles se tiennent à l'affût pour dénicher les meilleures pierres. Je te le prends à 2 euros. 2 euros, ça te va? Ces petits cailloux seront vendus un peu partout dans le pays. Mais les plus belles pierres de Mogok sont réservées aux riches clients étrangers. La Birmanie dissimule une autre source de richesse, une activité interdite qui préoccupe fortement la communauté internationale. À 300 km au nord de Mogok, nous allons pénétrer un territoire interdit à tous les étrangers. Le triangle d'or birman, la deuxième zone de production d'opium au monde, derrière l'Afghanistan. Dans cette jungle au bord de la frontière chinoise, nous allons rejoindre des soldats rebelles qui se battent contre l'armée birmane. Sur la route principale qui mène à la Chine, nous avons rendez-vous avec un passeur qui va nous infiltrer dans cette contrée très surveillée par les militaires. Aucune équipe de télévision n'a encore filmé cette guerre cachée. Cette rencontre secrète doit avoir lieu en pleine nuit, sur le bord de cette route. Là-bas, c'est la voiture de nos passeurs? Oui, oui, ce sont eux. Un 4x4 stationné tout feu éteint nous attend. Il nous rejoint rapidement. Nos passeurs nous pressent de changer de véhicule. Vas-y, vite. Allez, on reste pas ici. On y va. Pour ne pas se faire repérer, nous nous enfonçons dans la jungle. Un membre du bureau politique de l'armée rebelle va nous servir de guide. Il est un peu tendu. Vous savez, il y a à peine un quart d'heure, à l'endroit où on vous attendait, des militaires sont passés dans un gros camion. Il devait être 60 là-dedans. S'ils découvrent que vous êtes ici, pour vous c'est sûr, c'est la fin du voyage et le retour chez vous. Mais pour nous par contre, c'est pas la même histoire. Si on se fait attraper, c'est sûr qu'on va aller en prison pour de longues années. Le lendemain, nous allons découvrir le triangle d'or birman, ce jardin maudit de l'héroïne dans le monde. Dans cette zone de non-droit international, ce n'est pas l'État qui lutte contre la prolifération des champs de pavots, mais une armée clandestine de quelques milliers d'hommes, tous issus de l'ethnie locale, les Palong. Ils sont cachés dans ces montagnes pour combattre l'armée officielle birmane qu'ils accusent d'être complices des trafiquants de drogue. Pour la première fois, ces rebelles ont accepté une caméra dans l'un de leurs camps de base. Ce matin, 200 guérilleros Palong sont rassemblés pour écouter leur vice-commandant en tournée d'inspection. Ceux qui restent en alerte ne se font pas tuer. Si vous vous contentez d'attendre, vous serez poignardé dans le dos. Si vous dormez, vous serez tué. Comme la plupart des ethnies de la région,
Les Palongs se battent contre l'armée birmane pour obtenir une plus grande autonomie pour leur peuple. Le compte est bon, là? Non, il manque 11 balles, là. Ce matin, les rebelles reçoivent de nouvelles armes fournies par des ethnies voisines et souvent importées de Chine. Quelques mortiers, des grenades et des fusils d'assaut flambant neufs pour ces guérilleros entrés en guerre il y a 2 ans. Et toi, donne-moi ton arme. Et souviens-toi où elle est rangée. Hé, oh, ça va s'écrouler là. Allez, aide-moi à le remonter, toi. La plupart de ces hommes n'avaient jamais tenu un fusil de leur vie avant de s'enrôler. Parmi ces combattants peu aguerris, des adolescents, des cultivateurs et même d'anciens toxicomanes. Car le principal ennemi des rebelles Palongs est un mal insidieux qui ronge peu à peu la population. Notre principal combat, c'est la drogue. Les Palongs deviennent tous toxicomanes, même des gosses de 12 ans. Si nous ne faisons rien, cela ne prendra pas plus de 20 ans avant que notre peuple disparaisse. Aujourd'hui, 90% des hommes Palongs seraient accros à l'opium ou à son dérivé, l'héroïne. Pour éradiquer ce fléau, les rebelles luttent contre le trafic de drogue. Il y a 2 ans, ils ont repris le contrôle de ce village. La drogue y est désormais interdite, même si les opiomanes incurables en consomment toujours à l'écart. Je dois fumer l'opium 3 fois par jour. Sans cela, je ne peux survivre. Tarlo, 58 ans, dont 20 passés à tirer sur sa pipe à opium. Quand on consomme, on maigrit de plus en plus. On ne se lave plus. On perd le goût. Nous, les toxicos, on ne peut travailler que 2 ou 3 heures par jour. C'est très difficile pour nous. Quand on est défoncé, on ne peut même plus bouger nos jambes et nos mains pour travailler. Comme lui, Ektoun, 29 ans, est ouvrier agricole pour un salaire de misère. Je travaille dans les champs de pavots tenus par des Chinois. Parfois, on revient sans un sou, car on dépense tout sur place en achetant de l'opium. Et quand on consomme sur le lieu de travail, on dépense bien plus que ce que l'on gagne. Les ouvriers qui ne consomment pas demandent à être payés en argent. Mais parfois, le patron chinois refuse et les paie en drogue. Tout le monde a peur de demander de l'argent et il retourne à la maison sans un sou. Pour sauver leur population en perdition, les rebelles ont décidé d'attaquer le mal à sa racine. Chaque année, au mois de mars, quand le pavot est en fleurs, ils font irruption dans les fermes pour détruire les récoltes. Des opérations très dangereuses, car un ennemi tout proche les menace. À 2 collines de là, sur cette crête, une milice de 500 hommes surarmés. Voici les seules images de leur camp retranché, tournées clandestinement par une association humanitaire américaine. Officiellement, l'État birman a chargé ses miliciens d'assurer la sécurité des villages dans cette jungle reculée. Mais en réalité, ils protégeraient les producteurs de pavots et s'enrichiraient grâce au trafic de drogue. Un ennemi permanent qui préoccupe le chef de la colonne des faucheurs de champs. Quand vous marchez, ne marchez pas groupés. Reçu? Je parle avec les éclaireurs qui sont devant pour être certain que la route est sécurisée. Sur la route, à tout moment, les miliciens peuvent surgir. Les escarmouches sont fréquentes. Notre principal objectif n'est pas de combattre, mais de faire notre travail, de détruire les champs d'opium. Mais si on tombe sur la milice, alors nous n'avons pas d'autre choix que de combattre. Cette fois-ci, les rebelles n'auront pas besoin de se battre. C'est même un jour de chance.
À la sortie d'un village, ils arrêtent un homme en scooter qui travaille pour les miliciens. Sors l'opium. Allez, ouvre le sac et déballe la marchandise. À l'intérieur de son sac, plus de 3 kilos de boules d'opium. La pâte n'est pas blanche, mais brune, car elle s'oxyde au contact de l'air. Il y en a au moins pour 1000 € d'opium. Peut-être qu'il produit lui-même. Que cela vient de son propre champ. C'est son opium, tu crois? Cet homme n'est pas un fermier. Il affirme qu'il est chargé par les miliciens de racketter les cultivateurs de pavots dans la zone. Cette taxe se paie en cash ou en boules d'opium que les miliciens revendent. Où est l'argent maintenant? Dépose-le là. Il a déjà collecté 700 € environ. Hier, je suis allé dans un village, mais je n'ai pas ramené assez d'argent. Les miliciens n'étaient pas contents. Je dois collecter encore plus. Ils me demandent de rapporter 3 000 €. L'opium sera détruit. L'argent servira à alimenter les caisses de l'armée rebelle. On va embarquer ce type pour l'interroger. On a dit que personne ne pouvait produire et trafiquer de l'opium. Mais ils le font quand même. Ils brisent nos règles. On va l'interroger pour savoir s'il mérite d'être puni. La colonne de rebelles poursuit son expédition en direction d'une ferme de pavots. Le propriétaire n'est pas là? Tant pis. Allons détruire son champ de pavots. Notre mission, c'est de détruire le pavot. Mongo, un lieutenant surmotivé, mène les opérations à la baguette. Allez, venez en bas tout le monde. On doit tous couper en rang. Comme on peigne les cheveux. Venez tous ici. Coupez, coupez, coupez toutes les plantes. Arrachez aussi les racines. Coupez tout. Notre devoir à tous, c'est de lutter contre la drogue. Vous avez compris? Allez, coupez. Malgré ces consignes, une partie du champ est épargnée. Quelques pieds sont toujours debout. Je ne leur dis pas de laisser une partie de l'opium. Je leur dis de tout détruire. Ce qu'on a laissé, ce n'est pas de la corruption. C'est du mauvais pavot. Il ne poussera jamais. En réalité, les rebelles laissent aux paysans quelques plants pour survivre. Le pavot ne se récolte qu'une fois par an, comme le montre l'ouvrière de la ferme. Une incision dans le bulbe de la plante et du latex blanc suinte à la surface. C'est de l'opium pur. Il suffit ensuite de racler la sève pour obtenir des boules d'opium. L'opération de fauchage se poursuit un peu plus loin. Dans cette autre ferme, la propriétaire des lieux tente de sauver sa récolte. Tiens, prends-les, prends-les. Oh non, 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 pas question. Elle espère obtenir la clémence en offrant des cigarettes et des bouteilles de bière. Sa tentative désespérée ne servira à rien. On refuse tout pot de vin. Ok, allez, là en bas. Faites votre travail, finissez-le. Va là-bas, toi, et coupe. Laisse les propriétaires détruire leurs champs. La vieille dame et sa fille s'exécutent. Une année de travail ruinée en un instant. Abattue, la vieille femme ne nous dira pas un mot. Sa fille nous révèle l'impensable. Sa mère cultive aussi l'opium pour alimenter la toxicomanie de ses enfants. Ma mère est partie pleurer.
Elle est découragée. Elle n'a que moi pour l'aider au champ. Mais vous n'avez pas des frères? Ma mère a 5 fils, mais 3 d'entre eux sont accros à l'opium et ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur propre famille. Ils fument énormément. Au début, le pavot assurait de bons revenus pour toute la famille. Mais depuis qu'ils ont commencé à consommer l'opium, on en vend beaucoup moins et on est pauvre. Ces paysans misérables seraient sous la coupe des miliciens qui les dépouillent. Ces mercenaires protégeraient aussi les gros trafiquants chinois qui achètent l'opium et le transforment en héroïne. Wang a passé 4 ans dans les rangs de la milice, puis il a déserté. Car au lieu d'assurer la sécurité de son peuple, il a été contraint de surveiller les champs de pavots. Il y a 2 ans, ce repenti a rejoint les rebelles. Et elle fait quoi de l'opium, la milice? La milice produit aussi elle-même de l'opium. Elle en achète aussi et elle fabrique même de l'héroïne. Pas loin d'ici, elle a un laboratoire d'héroïne et de méthamphétamine avec tout autour un périmètre de sécurité. Sur un rayon de 8 km, personne ne peut entrer. Si vous y allez, ils vous arrêtent ou vous tirent dessus. Pourquoi le gouvernement laisserait-il les miliciens trafiquer en toute impunité? Officiellement, l'État lutte contre le trafic de drogue et le fait savoir. Des tonnes d'opium, d'héroïne ou de méthamphétamine sont régulièrement incinérées devant les caméras étrangères. L'image est belle, mais serait trompeuse. Selon l'ancien milicien, l'armée birmane serait en réalité complice du trafic de drogue. Quand les soldats de l'armée font des descentes pour détruire les champs de pavots, ils commencent par menacer les fermiers de tout couper. Ensuite, ils rassemblent le chef de village et les propriétaires des champs et leur demandent de payer. Le montant du pot de vin est fonction de la quantité d'opium que le village produit. C'est comme un prix au kilo. Les soldats empochent l'argent, détruisent un champ pour l'exemple, prennent quelques photos et repartent. C'est ce qu'ils font à chaque fois. En Birmanie, l'appartenance à ces milices est parfois un excellent tremplin pour faire carrière en politique. Cet homme, Kyaw Mint, était le chef historique des miliciens jusqu'en 2010. Depuis, il est devenu député, membre du parti politique au pouvoir. Les rebelles Palong sont seuls à lutter contre les trafiquants tout-puissants du Triangle d'Or. Ce soir-là, l'un de leurs officiers s'apprête à détruire les 3 kilos d'opium, confisqués aux miliciens. On doit tout brûler. Tout ce que nous saisissons, opium, héroïne, nous brûlons même les méthamphétamines. Nous brûlons l'opium devant les gens car souvent ils pensent qu'on garde la drogue pour nous, qu'on la consomme ou qu'on la vend. Voilà, nous ne la vendons pas, nous la brûlons. Je suis si heureux d'assister à cela. Cette drogue pourrit la vie économique, sociale et religieuse. Quelques kilos d'opium brûlés en place publique. L'an passé, la production de drogue dans le Triangle d'Or birman a encore augmenté. Elle a atteint les 700 tonnes, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Mais la Birmanie n'est pas seulement victime de la guerre de la drogue. Un nouveau mal la ronge, une étrange guerre de religion. Depuis quelques années, les massacres de musulmans se multiplient. L'un des épisodes récents les plus sanglants s'est déroulé dans le centre du pays, à Mektila. Pour filmer ce décor fantôme, nous sommes entrés discrètement dans cette zone interdite aux caméras.
car la ville porte toujours les traces de violents affrontements. 20 mars 2013, Mektila est en flammes. Une banale altercation entre un commerçant musulman et un client bouddhiste a viré à l'émeute. Des hordes d'habitants bouddhistes fanatisés mènent une chasse aux musulmans. Hommes, femmes et enfants sont battus à mort. Des moines participent au lynchage de cette communauté pacifique et parfaitement intégrée. Certaines victimes sont brûlées vives, sous les yeux de la police qui laisse faire. Après 3 jours de massacre, les militaires interviennent enfin. Bilan, 40 morts, 11 mosquées détruites et le quartier musulman réduit en cendres. Un moine bouddhiste est accusé d'être en partie responsable de cette folie meurtrière. Il enseigne dans l'un des plus grands monastères du pays, dans la ville de Mandalay. Derrière ces murs, 1000 moines apprennent par cœur les préceptes du Bouddha. Ils se rassemblent 2 fois par jour pour la prière. En juillet 2013, le monde entier découvre l'un de leurs prêcheurs surnommé le Hitler birman. À la une, le Time révèle le visage de la terreur bouddhiste. C'est avec ce moine extrémiste que nous avons rendez-vous. L'homme a un ego surdimensionné, à la hauteur des nombreux portraits à sa gloire. Son garde du corps nous accueille. Un adepte de la première heure qui récite sans complexe les thèses de son maître. Tous les musulmans sont des extrémistes. On ne peut pas les considérer comme des êtres humains. Ils égorgent même les vaches pour les manger. Ce racisme virulent, c'est celui de Viratu. À vous parler avec mon garde du corps. L'apôtre ultra-violent d'une religion bouddhiste, pourtant réputée pacifique. Dès 2003, ce bonze apparemment inoffensif a été condamné à 25 ans de prison pour incitation à la haine contre les musulmans. Libéré en 2010, lors d'une amnistie nationale, il crée 969, un mouvement ultranationaliste et islamophobe. Dans la cour du monastère, ce mur de photos macabres résume son message politique. Des images récupérées aux 4 coins de l'Asie qui montreraient des bouddhistes victimes, selon lui, des violences commises par des musulmans. Regardez les enfants décapités. Là et là. Grâce à ces photos, mes élèves comprennent qu'il faut protéger leur religion et leur peuple. On voulait montrer des bouddhistes qui ont été assassinés pour que mes élèves sachent le danger que représentent les musulmans. Les musulmans veulent créer un pays islamique en Birmanie. Cela fait 100 ans qu'ils ont ce projet. Si les gens me traitent d'extrémiste, je m'en fiche. Je dois protéger mon peuple. Nous devons tous protéger notre peuple. Pourtant, les musulmans ne représentent que 4% de la population. Ils sont birmans depuis des millénaires. Ni violents ni extrémistes, rien ne les distingue des bouddhistes majoritaires dans le pays. Officiellement, Viratu a condamné les massacres de Mektila. Mais au déjeuner entre 2 bouchées de riz, il concède que des moines y ont participé. Nous avons tapé des musulmans parce que nous étions dans la violence. Nous n'avons pas frappé très fort. On donnait un seul coup de bâton et si le musulman tombait, on arrêtait de le frapper. 4 ans après sa sortie de prison, Viratu souffle toujours sur les braises de la haine. Mais quand la population se déchaîne, il rejette toute responsabilité. Aujourd'hui,
Le quartier musulman de Mektila est toujours en ruine, déserté par ses habitants. 12 000 réfugiés s'abritent à la sortie de la ville, dans un camp retranché derrière ses palissades, surveillé 24 heures sur 24 par la police. Pour les autorités, le sujet est tabou. Nous tournons discrètement ces images. Pour pouvoir rencontrer des victimes musulmanes à l'abri des regards, nous avons rendez-vous dans ce monastère que ce moine pacifiste a transformé en refuge pendant les tueries. Il a accueilli 800 musulmans, mais aussi 300 bouddhistes, en prenant soin de bien les séparer. Il y avait également des bouddhistes qui affluaient au monastère, parce que les bouddhistes aussi fuyaient les incendies qui se répandaient un peu partout dans la ville. Et pour les musulmans, c'était la même chose. J'ai dit aux agresseurs bouddhistes qui voulaient entrer dans mon monastère, « Nous sommes bouddhistes, et je vous dis que nous n'avons pas le droit de tuer quelqu'un. » Un homme a alors expliqué aux autres, « Si c'est un moine qui nous dit cela, il faut obéir et ne pas entrer dans le monastère. » Et ils sont partis ailleurs. Ces femmes, sauvées par le moine, ont toutes perdu des membres de leur famille. Avec son mari et son fils, l'une d'elles a passé toute une nuit à tenter de fuir les hordes de bouddhistes. Pour ne pas être retrouvée, elle témoigne à visage caché. Le lendemain matin, on a essayé de partir pour rentrer chez nous. Les gens nous ont vus et ont crié « Des musulmans !» Ils ont frappé sur les lampadaires pour alerter leurs complices que des musulmans étaient là. Ils se sont mis à courir vers nous pour nous encercler. Et ils se sont aperçus que d'autres musulmans étaient cachés dans le champ. Alors ils ont décidé d'y mettre le feu. Des enfants étaient aussi cachés dans le champ. Ils sont sortis et les ont tués en premier. Quand on est sortis, ils nous ont alors encerclés. On les a alors suppliés en criant. Mon mari et moi, on les suppliait. Ils ont alors décidé de garder mon mari, car ils trouvaient qu'il ressemblait à un musulman. Et à moi, ils disaient « Dégage, dégage !» Car pour eux, je ressemblais à une bouddhiste. Mais moi, je ne voulais pas laisser mon mari. Alors ils m'ont tiré pour me séparer de lui. Mon mari est tombé. Ils en ont profité pour s'emparer de mon fils et le jeter plus loin. J'ai alors couru vers mon fils. Ils en ont profité pour attacher mon mari et le frapper. Ensuite, ils l'ont mis sur une charrette. Puis ils l'ont immolé. Le lendemain matin, j'ai demandé à voir le cadavre de mon mari. On m'a dit qu'il n'y avait plus de cadavre, parce qu'il a été mangé par les porcs. Seuls quelques assassins ont été arrêtés. Par peur de représailles, cette femme n'a pas osé porter plainte contre les tueurs de son mari. 1 an et demi plus tard, Viratu continue de prêcher sa parole xénophobe à travers le pays. Installé dans la voiture tuning d'un fidèle, il s'apprête à retourner dans la banlieue de Mektila, à 2 pas des lieux du crime. Par sécurité, ces gardes du corps nous ont interdit de monter dans la voiture. Le moine serait régulièrement menacé de mort. À l'entrée de la ville, Viratu est attendu comme une star. Des dizaines de fidèles se prosternent devant ce moine, devenu un gourou populaire. Mais vous êtes connu partout où vous passez. C'est toujours le même accueil, comme ça, partout où vous allez? C'est parce que je suis du bon côté. Et c'est quoi être du bon côté? Ça veut dire quoi exactement? Je reste fidèle à mon pays et à ma religion. Et même si les autres pays font pression, je m'en fiche. Même les pressions au sujet des droits de l'homme, cela ne me fait absolument pas peur. Sans l'ombre d'une gêne, Viratu traverse en fanfare les décombres du quartier musulman détruit par ses fidèles. Quelques kilomètres plus loin,
Il vient inaugurer cette pagode. L'accueil est digne d'un ministre en visite officielle. Le gouvernement surveille les faits et gestes de ce religieux incendiaire. Parmi les villageois, beaucoup d'uniformes, mais aussi des policiers en civil, surpris de notre présence. Pour filmer la cérémonie, nous donnons des faux noms et nous faisons passer pour des touristes bouddhistes. Ce soir, dans l'assistance, une majorité de femmes. Viratu prend des postures de messie et met en scène toutes ses apparitions publiques. Installé sur son trône bien fleuri, il entame une diatribe haineuse, particulièrement choquante. Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans? Notre religion va disparaître. Notre religion va-t-elle vraiment disparaître? Oui, elle va disparaître. Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman? Avec un alcoolique. Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman? Avec un drogué. Avec un clochard ou un musulman? Avec un clochard. Un chien galeux ou un musulman? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi? On choisit le chien. Oui, choisis le chien. Si tu te maries avec un chien, notre religion va-t-elle disparaître? Non, notre religion ne va pas disparaître. Si vous vous mariez avec un chien, il ne vous empêchera pas de prier. Des propos insupportables que les autorités birmanes ne répriment pourtant pas. Viratu serait à l'origine d'un projet de loi pour interdire aux femmes bouddhistes de se marier avec des musulmans. Le moine exhorte aussi ses dévots à boycotter leur commerce. Le lendemain, de retour au monastère, il revendique ses messages d'incitation à la haine contre les musulmans avec un aplomb effrayant. Comparer des musulmans à des chiens, ce n'est pas vraiment un message de paix que vous transmettez. Vous ne trouvez pas? Oh, par rapport aux menaces que les musulmans représentent, cela n'est rien. Je vous assure que cela n'est rien à côté de la menace qu'ils représentent. Il paraît que c'est vous qui êtes à l'origine du projet de loi pour interdire aux femmes bouddhistes de se marier avec des musulmans. Oui, c'est moi qui en suis à l'origine. Les musulmans se marient avec les femmes bouddhistes et ils les convertissent par la torture. Et comme je veux protéger ma religion et mes sœurs, je veux faire passer cette loi. Si elle passe, il n'y aura plus de violence. Un mois et demi après cette interview, Mandalay, la deuxième ville du pays, a connu ses premiers affrontements. 2 musulmans ont été tués. Peu à peu, la haine islamophobe contamine la Birmanie. Gangréné par la corruption et secoué par les guerres ethniques, le pays de l'ex-junte militaire a du chemin à faire avant de devenir une vraie démocratie.